sous somnifère, je ne dors pas. Parce que ce n'est pas des molécules pro-sommeil, c'est des molécules anti-éveil. Ce qui signifie que ce sont des anesthésiques légers. Soi-disant dormir, c'est-à-dire perdre conscience avec des molécules anti-éveil, c'est pas du sommeil. Et donc, les bienfaits du sommeil, je les aurais pas. Et je rappelle que si on dort bien, on vit plus vieux en bonne santé, on lutte contre les microbes, on lutte contre le cancer, on lutte contre l'hypertension, contre l'angoisse, contre la dépression. Bref, on lutte contre un tas de trucs. Et donc, ces molécules empêchent les fonctions du sommeil. Et si notre manière de nous relier à l'insomnie qui touche plus de 40% des Français était complètement erronée, et d'abord par notre manière de pathologiser l'insomnie et du coup de lui donner comme réponse le fait d'essayer de prendre un médicament. Voilà la révolution que nous propose de comprendre le célèbre psychiatre Patrick Lemoine. Mais par là, de voir aussi la dépression, l'angoisse, quel est leur rôle et est-ce que la manière dont nous les abordons n'est pas profondément erronée. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour Patrick. Bonjour Fabrice. Est-ce que tu veux bien te présenter rapidement ? Je m'appelle Patrick Lemoine, je suis un peu psychiatre, personne n'étant parfait, et puis je suis aussi un petit peu écrivain. Alors, comme psychiatre, c'est pour ça que je t'invite, tu publies un nouveau livre où tu essayes de réfléchir à la raison des symptômes. Alors, c'est un peu paradoxal. À quoi ça me sert d'être angoissé ? Par exemple, on va prendre dans notre entretien différents problèmes, mais angoissé, c'est quand même pénible. À quoi ça sert ? Prenons un exemple très simple. Imaginons quelqu'un qui mène une interview et qui est l'ami de l'interviewé. S'il est un petit peu anxieux, s'il est un peu stressé, il va être bien meilleur. Il va être beaucoup plus alerte, beaucoup plus vigilant, beaucoup plus percutant. Donc, un intervieweur qui serait totalement zen, quasiment en méditation, il serait nul. Donc là, l'angoisse est super utile. Tu donnes l'exemple dans ton livre pour faire comprendre la chose, la différence entre le lapin... Voilà. Et oui, imaginons, un de nos auditeurs est au volant de sa voiture, la nuit tombe, et tout d'un coup, il voit un lapin qui passe devant lui. Le lapin est très anxieux de nature parce qu'il n'a pas que des copains, il a des renards, il y a des chats sauvages, il y a des chasseurs, et donc il est tout le temps en alerte, et quand il se retrouve sur du goudron, il a peur. Et il traverse à toute allure. Prenons l'inverse, un animal qui n'est pas du tout angoissé, le hérisson. Le hérisson, il n'a aucune raison d'être angoissé puisqu'il n'a pas de prédateur pratiquement. Et donc, il est armé avec une cuirasse de piquants. Et donc, il voit une route, il traverse tranquillement, sans angoisse. Et notre spectateur, malheureusement, il va passer dessus. Donc là, on voit que l'angoisse sauve la vie du lapin et l'absence d'angoisse tue le hérisson. C'est pour cette raison que dans ce livre, j'insiste beaucoup sur l'utilité des symptômes et cette notion de compromis. Parce que trop d'angoisse, c'est insupportable, mais pas assez d'angoisse, c'est mortel. Ça, c'est très surprenant comme renversement. Évidemment, c'est très surprenant parce que dans notre monde, aujourd'hui, et peut-être c'est pour ça que tu as écrit aussi ce livre, on est vraiment dans une pathologisation peut-être un peu trop extrême de tous les problèmes que nous rencontrons, alors qui ont une utilité et qu'il faudrait peut-être apprendre à vivre avec. Tout à fait. Le plus grand reproche peut-être que je ferais à la médecine occidentale, c'est d'être une médecine symptomatique. J'ai mal, paf, un antalgique. Je dors pas, paf, un hypnotique. Je suis triste, paf, un Prozac. Bref, on est tout le temps dans la recherche de l'annihilation, dans la suppression du symptôme, ce qui, à mon avis, est une très mauvaise idée, parce que quand on veut soigner ses contemporains, c'est bien de se poser quelques questions sur à quoi ça lui sert. On sait par exemple qu'un médecin qui va supprimer la douleur de quelqu'un risque de passer à côté de la source de la douleur, qui peut être un cancer, qui peut être, je sais pas quoi, une tuberculose pulmonaire, des choses comme ça. Et si on se pose pas sans arrêt la question, mais à quoi il sert ce symptôme ? Est-ce que c'est une alerte ou est-ce que c'est juste un symptôme ? Est-ce qu'il fait partie d'un syndrome, d'un ensemble de symptômes ? À quoi ça sert ce symptôme à celui qui est en face de moi ? Et puis également, on peut se poser la question à un niveau plus philosophique, à quoi ça sert pour l'humanité ? Est-ce que l'angoisse va servir dans la marche de l'humanité ? J'interromps quelques secondes l'épisode pour vous dire merci. Si vous êtes sur ma chaîne et vous êtes si nombreux à écouter Dialogue, c'est que vous êtes intéressés à prendre soin de vous, à avoir souci du monde, à vouloir développer plus d'affection, de tendresse, de chaleur
dans ce monde qui en a bien besoin. Et si vous voulez être au courant de tout ce que je propose, de dialogues, de cours, de rencontres, c'est tout simple. Inscrivez-vous à ma newsletter en cliquant sur le lien ci-dessous et vous recevrez même un petit cadeau. Voilà, je reviens maintenant à la suite de ce dialogue. Alors ça, c'est, prenons un exemple aussi tout simple que tu donnes. Si j'ai de la fièvre, vouloir à tout prix réduire la fièvre, c'est pas forcément une bonne idée, parce que, peut-être tu peux expliquer. Oui, oui, tout à fait. La fièvre, c'est essentiel, pour une raison très simple, c'est qu'un organisme est envahi par un microbe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter la température. Pourquoi? Parce que le microbe, il pousse très bien à 37 degrés. Alors que si le corps est à 40 degrés, le microbe, il n'aime pas ça du tout, il n'arrive plus à se reproduire. Donc, le microbe meurt quand on a de la fièvre, et vouloir faire absolument un coup d'aspirine, de paracétamol, faire tomber la fièvre, n'est pas forcément une bonne idée, puisqu'on risque de favoriser l'infection. Et j'ai exactement le même exemple au sujet de la dépression. L'insomnie, c'est un petit peu à la dépression ce que la fièvre est à l'infection, c'est-à-dire vouloir absolument faire dormir un déprimé, ben c'est risqué d'augmenter la dépression. On va y venir. Donc, évidemment, on voit bien la logique par rapport à tes précédents livres. On pourrait rappeler que, comme psychiatre, tu t'es beaucoup engagé pour essayer de voir comment on peut aborder l'angoisse, la dépression sans médicaments. Tu as beaucoup travaillé dessus en montrant que l'automatisation des médicaments, même si tu n'es pas contre a priori, mais l'automatisation n'est pas une bonne idée. On voit bien, dans la logique de cela, l'intérêt d'essayer de comprendre le rôle des symptômes. Il y a un lien. Je crois que dans ma spécialité, le soin ne peut être que créatif. Si on obéit automatiquement, comme tu le dis très bien, à tel symptôme égale tel médicament, à mon avis, on va droit dans le mur. Parce que j'ai eu un maître qui s'appelait Bruno Bettelheim. Je réprouve complètement toutes ces théories sur l'autisme, mais il disait pas que des bêtises, hein, comme beaucoup de psychanalystes qui en disent beaucoup, mais pas que. Et il disait toujours, fournissez la réponse inattendue. Je prends un exemple très simple. Fabrice est mon patient. Il rentre. Bonjour docteur. Ah, il fait pas beau aujourd'hui. Si je réponds, oui, il fait pas beau. Effectivement, il y a des nuages. Je suis nul comme psychiatre. Si je lui réponds, ben, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Il fait pas beau. Est-ce que ça correspond à votre humeur? Est-ce que et donc j'essaye de raccrocher ce discours banal à quelque chose de plus intime. Et si ce même patient me dit je suis triste ou j'ai de la fièvre ou j'ai mal, eh bien je vais essayer de pas lui répondre à coup d'aspirine, à coup de somnifère, mais d'essayer de comprendre pourquoi il a symptômes. Ça c'est banal, mais surtout à quoi ça lui sert, à quoi ça sert aussi à son environnement. Donc, creusons sur l'angoisse. Donc, ça sert à éviter un danger, et encore. À quoi? Prenons par exemple le prototype de l'angoisse qui est la phobie. Hein, c'est vraiment ce que Freud appelait l'hystérie d'angoisse. Les phobies les plus fréquentes, c'est les phobies des chiens, les phobies des insectes, la peur du noir, la peur du serpent, des choses tout à fait courantes. De même, la phobie de la viande rouge est très très répandue. À quoi ça sert d'être phobique et de s'interdire des trucs? Tout simplement parce que on considère que nos lointains ancêtres, quand ils vivaient dans leur grotte, c'était super dangereux la nuit. On pouvait pas sortir. Donc on apprenait très tôt aux enfants à pas aller dans le noir tout seul. Et puis un serpent, c'était pas très sympa non plus. Une araignée, c'était pas très sympa. Donc cette peur des animaux, qui était utile à la survie du clan, et puis des ennemis, donc ça peut être une phobie sociale, s'est transmise d'une certaine manière, de manière atavique, et elle peut encore avoir une certaine utilité, parce qu'en Australie, c'est bien d'avoir une certaine peur des serpents, mais même si effectivement on vit en plein centre de Paris, la phobie des serpents n'est pas utile, on peut quand même considérer que cette phobie des serpents a permis à peu près à l'humanité de survivre. N'oublions pas que il y a eu une période où les humains ont failli disparaître. Il ne restait plus que quelques milliers sur toute la surface de la Terre, comme les guépards par exemple, et qu'on revient de très loin. Donc, le rôle d'un symptôme, comme l'angoisse ou la dépression ou la phobie, joue un rôle à la fois personnel. Là, comme tu as dit, l'angoisse, ça me permet personnellement de pouvoir éviter un danger, ou tu expliques aussi de devenir créatif, de trouver des solutions nouvelles, puisqu'il y a un danger, donc il n'y a pas seulement le lapin qui fait attention, mais il peut y avoir plein d'autres manières de développer son intelligence, mais aussi le symptôme a joué un rôle
pas pour moi personnellement, mais pour l'humanité en tant que telle dans l'évolution. Absolument. Je pense profondément que nos ancêtres sapiens, puisque ce livre est résolument évolutionniste, darwinien, les Américains sont très en avance là-dessus, et c'est un sujet très important là-bas. Eh bien, dans sa marche de l'évolution, nos ancêtres, quand ils sont arrivés dans la savane, c'est probablement ceux qui étaient les plus inquiets, les plus anxieux, donc les plus alertes quand il y avait un tigre à dents de sabre qui s'approchait, qui ont le mieux survécu. Et puis un peu plus près de nous, quand on était à Azincourt ou dans d'autres batailles de chevaliers, c'était probablement soit le plus courageux, donc le plus tête brûlée, donc le plus antisocial, le plus psychopathe, ou bien au contraire le plus prudent qui survivait. Mais celui qui suivait, ben, malheureusement, à Azincourt, il s'est fait massacrer. Qu'est-ce que c'est ce que tu appelles la médecine évolutionniste? Et pourquoi c'est si peu connu, nous, en France? Et qu'est-ce que ça apporte? Ben, je pense qu'en France, je vais être un petit peu critique quand même sur l'enseignement, non pas de la clinique, qui est excellent, mais de la thérapeutique, qui, à mon avis, est encore une fois trop symptomatique. On cherche à éradiquer les symptômes, on se pose pas assez de questions. Je pense que outre-Atlantique, on se pose la question de l'utilité des symptômes. Pourquoi suis-je bipolaire? Pourquoi suis-je insomniaque? Pourquoi suis-je schizophrène? Parce que ce qui est intéressant, c'est des symptômes qui sont répandus sur toute la surface de la planète, quelle que soit l'époque et quel que soit le niveau socio-économique. Par exemple, la schizophrénie, c'est 1% de la population mondiale, que je sois riche, que je sois pauvre, que mes parents soient unis, qu'ils ne le soient pas, que je sois chinois, que je sois wolof ou que je sois parisien. Bref, c'est des maladies très stables. Troubles bipolaires, pareil. Je parle même pas de l'insomnie. Si l'évolution a voulu que ces symptômes et ces maladies soient stables et universellement répandus, c'est par hypothèse, c'est un peu finaliste ce que je veux dire, c'est que ça sert à quelque chose. Donc, ce qui est très important, c'est que ça dépsychologise ces maladies. C'est-à-dire, au lieu de penser que si quelqu'un est bipolaire ou c'est parce qu'il y a un problème psychologique qu'il a, non, il y a quelque chose presque de structurel à toute l'humanité, s'il Oui, y en a partout. absolument. Donc c'est quand même très déculpabilisant comme approche, parce que cette approche psychologisante, c'est la faute de mon père, c'est la faute de ma mère, de mon éducation. Il y a quelque chose que je fais pas bien. Si je suis bipolaire, il y a quelque chose que je fais de pas bien. Si je suis schizophrène, il y a quelque... Là, non, ça n'est plus du tout... on change complètement de perspective. Bah, en tant que psychiatre, j'ai deux traits. Le premier répandu, c'est je déculpabilise. Et le deuxième trait, alors là qui m'est plus personnel, je suis pathologiquement optimiste. Et je pense que cette approche, effectivement, a l'avantage d'être déculpabilisante, puisque finalement, bah, si je souffre d'une schizophrénie, bah, peut-être que ça sert à quelque chose, à l'humanité, et peut-être même pour moi, qui sait. En tout cas, si je vis en Afrique, c'est sûrement très utile. Et puis, c'est optimiste, parce que quand j'explique à une personne âgée que certes, elle est insomniaque, mais que peut-être justement c'est un immense atout pour pour son environnement, pour son entourage, non seulement les gens, ça les fait marrer, mais en plus, bah oui, ils se sentent mieux après, et peut-être que du coup, ils dorment mieux. Alors, euh, on va revenir aux maladies psychiques, mais puisque tu parles du sommeil, je pense que c'est très éclairant. À quoi ça sert d'être insomniaque? Et oui, bon, je rappelle que l'insomnie, c'est en gros 40% des Français, et même nettement plus depuis l'épidémie de Covid. Donc c'est un truc super répandu, hein. En médecine, quelle que soit la spécialité, les trois premiers symptômes présentés, c'est fatigue, douleur, insomnie. Donc c'est vraiment hyper répandu. Donc, par hypothèse, ça a une fonction. La douleur, bah, c'est une fonction de si je m'approche trop d'un feu et que j'ai aille, bah, ça me permet de sauver ma main et de pas me brûler. Si je suis fatigué, c'est aussi peut-être que j'en ai trop fait, qu'il va falloir me reposer. Et donc, dans l'insomnie, il y a une étude que j'adore citer. Ça se passe donc dans une ethnie, les Hadza, qui vivent en Tanzanie, où des anthropologues ont passé plusieurs mois à observer et enregistrer le sommeil de toute la tribu, qui est une des dernières sur la surface de la Terre à vivre sans électricité. Donc ils vivent au rythme du soleil, qui est, comme disait Voltaire, le grand horloger de l'univers. C'est lui qui nous donne la cadence, les rythmes. C'est
le synchroniseur, l'alternance jour-nuit, via la rétine. Or, qu'est-ce qu'ils ont observé? Eh bien, ces gens qui vivent à l'heure solaire, à part un petit peu le feu qui permet de prolonger les veillées, mais on va dire c'est un détail, c'est beaucoup moins puissant que le soleil, eh bien, tout le monde dort bien. C'est-à-dire que les enfants, ils dorment bien parce que c'est pendant le sommeil qu'on fait toute l'hormone de croissance. Il faut bien qu'ils grandissent. Les malades, il faut bien qu'ils guérissent, donc il faut qu'ils dorment. On sait bien quand on est malade, surtout si on a la fièvre, on dort beaucoup plus. Et puis, les femmes, il faut qu'elles mènent à terme leur grossesse, qu'elles aient l'hormone de croissance, que le fœtus croisse aussi. Puis dans la journée, il faut qu'elles assurent aussi. Les hommes, il faut aussi qu'ils combattent les lions et les hyènes. Bref, tout le monde dort bien, sauf les personnes âgées. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même, qui, d'après ces chercheurs, dorment très mal. Et pourtant, dans leur langue, le mot insomnie n'existe pas. Et dans la tête de ces personnes âgées, oui, mon sommeil est entrecoupé, oui, j'ai des grandes plages d'insomnie dans la nuit, mais c'est normal, c'est tout à fait normal. Ah bon, mais pourquoi? Qui veillerait sous la tribu la nuit? Qui serait la sentinelle de la tribu? Puisque je peux plus travailler dans la journée, je suis trop vieux, eh bien, si jamais les hyènes attaquent les troupeaux, je donne l'alerte tout de suite et je sauve la vie de toute ma famille et de tout mon clan. Donc, dans ces ethnies, l'insomnie de la personne âgée, des personnes âgées, c'est quelque chose de nécessaire, d'utile, et ils ne s'en plaignent pas. Et ce qui est frappant, c'est de voir que dans notre ethnie occidentale, eh bien, plus on avance en âge, plus la consommation de somnifères est élevée. Ce qui veut dire que plus on vieillit, moins on dort bien. La différence, c'est que le mot insomnie existe chez nous, que les somnifères existent chez nous, ce qui serait aberrant chez un vieillard Hadza, et qu'on a perdu l'utilité de ça. Il y a en Chine, par exemple, puisque j'ai beaucoup enseigné à Pékin, eh bien, en médecine chinoise, j'aime pas dire traditionnelle, parce que c'est une médecine très vivante, toujours très active, mais en médecine chinoise, traiter une insomnie comme ça, c'est une aberration. Si quelqu'un dort mal et va voir un médecin chinois, il va passer beaucoup de temps à comprendre ce qui va pas, quel est le souci, Quel est qu'est-ce qui va l'organe? pas. Selon les heures, c'est pas les mêmes organes. Si on travaille à 3 heures, à 4 heures ou à 5 heures, Oui, c'est pas forcément 3 heures, les c'est l'heure du foie, 4 heures, c'est l'heure de l'intestin, etc. Mais aussi, est-ce que chez une femme qui dort mal, est-ce que c'est la belle-mère qui souvent est abominable dans ce pays-là, qui pose des problèmes? Ils vont pas prescrire des somnifères, ils vont essayer de résoudre l'origine. Donc on voit bien que, comme toujours dans cette médecine évolutionniste, tout est compromis. C'est-à-dire qu'il faut trouver un compromis entre la nécessité de l'insomnie, au moins dans une catégorie de la population, et la souffrance. Bon, moi, je veux bien ce que tu me dis, mais j'arrive pas à dormir. D'accord, c'est parce que je suis biologiquement fait pour être une sentinelle, mais là, il n'y a plus personne à la maison, je suis tout seul et j'aimerais bien dormir. Oui, puis à la différence que tu es un jeune homme encore. Mais non, et qu'est-ce que je fais? Comment je fais? Eh ben, tu viens me voir. Et donc, tu vas m'encourager à ne pas prendre un somnifère. Ça, c'est un autre, c'est un des autres grands combats que tu as mené. Tu as beaucoup travaillé sur le sommeil et beaucoup montré que les somnifères ne sont pas une bonne idée. Pourquoi les somnifères ne sont pas une bonne idée? Ah, pourquoi c'est pas une bonne idée? Pour deux raisons essentielles. Un, ça marche pas. Deux, c'est toxique. Un, ça marche pas, ça veut dire que lorsque je prends un somnifère, c'est ce qu'on appelle une benzodiazépine ou apparenté, et que c'est pas c'est une escroquerie intellectuelle. Somnisphéré, ça veut dire qui apporte le sommeil. Et en fait, sous somnifère, je ne dors pas, parce que c'est pas des molécules pro-sommeil, c'est des molécules anti-éveil, ce qui signifie que ce sont des anesthésiques légers. Alors évidemment, si je suis sur une table d'opération, j'ai pas très envie de me réveiller quand mon ventre est ouvert avec un bistouri, et donc c'est très utile un anesthésique. Mais soi-disant dormir, c'est-à-dire perdre conscience avec des molécules anti-éveil, c'est pas du sommeil. Et donc les bienfaits du sommeil, je les aurais pas. Et je rappelle que si on dort bien, on vit plus vieux en bonne santé, on lutte contre les microbes, on lutte contre le cancer, on lutte contre l'hypertension, contre l'angoisse, contre la dépression, bref, on lutte contre un tas de trucs. Et donc ces molécules empêchent les fonctions du sommeil. Donc, il a bien été montré. Personne ne dit jamais ça. Si, moi. Non, il y en a d'autres. C'est très peu dit. C'est très peu dit. En France, oui. Mais en même temps, quand je prends un somnifère, j'ai bien l'impression de dormir. Et oui, c'est une impression. Mais en fait, je dors pas vraiment. Non. Je dors. Il y a qu'une partie du sommeil qui a lieu. En plus, il y a un truc incroyable, c'est que je te donne un somnifère parce que tu dors pas. Mais j'ai enregistré ton sommeil et je vois qu'effectivement, tu dors pas bien.
Il y a des plages d'insomnie sous mon enregistrement de sommeil. Je te donne un somnifère et pendant 15 jours, je vois qu'effectivement, l'inconscience est plus longue, qu'il y a moins de réveils nocturnes. Puis tu es content. Ah oui, je dors. Et puis au bout de 15 jours, je continue ma prescription, 1 mois, 2 mois, ce qui est interdit d'ailleurs normalement par la réglementation, plus d'1 mois, mais malheureusement les gens en prennent des années et des années en France. Eh bien, tu vas me dire, bah oui, je dors bien, je suis content. Et si je t'enregistre, ben, je vais voir que tu dors aussi mal qu'avant que je te prescrive. Il y a autant de périodes d'insomnie, il y a autant de réveils nocturnes. Comment on peut comprendre cette discordance entre bah ouais, je dors bien, bah non, tu dors pas bien. Et c'est une raison très simple, c'est qu'on sait qu'au bout de 2 ou 3 semaines, l'effet sédatif s'épuise, mais l'effet amnésiant, qui est lié au pic d'absorption, ne s'épuise pas. Donc au bout de 2 ou 3 semaines, tu as une amnésie de l'insomnie. C'est-à-dire que tu es réveillé, mais tu ne sais pas, tu t'en souviens pas. Donc c'est C'est quand dingue. même dramatique, ce qui explique d'ailleurs que les gens sous somnifères depuis longtemps, ils sont fatigués dans la journée, parce qu'ils dorment pas bien. Donc c'est inefficace. Donc, ah oui, donc on dort pas bien. Donc c'est-à-dire que quand je prends des somnifères, après quelques jours, D'une part, c'est pas du vrai sommeil. je ne dors pas si bien, juste je ne m'en souviens pas. Ça amnésie. Donc ça c'est très important, cette fonction d'amnésie. Bah oui. Et donc ça Toutes c'est. les benzodiazépines sont amnésiantes. Toutes. Et la deuxième chose, c'est Et la deuxième néfaste. chose, bah, c'est toxique. Pour une raison simple, il y a une étude qui aurait dû faire un boom mondial qui s'est passé en Angleterre, qui a quelques années maintenant, où ils ont pris 106 000 sujets sains suivis entre 6 mois et 14 ans. Une étude respectable quand même. Et au bout du compte, eh bien, ils se sont aperçus qu'un tiers des gens ont pris des benzodiazépines au moins 3 mois et les 2 tiers n'en ont jamais pris. Et ils ont compté les morts. Il y en a presque 2 fois plus dans le groupe Non. benzodiazépine. Et même quand ils ont fait des corrections, parce qu'évidemment, on pourra répondre, bah, s'ils prenaient des médocs, c'est qu'ils étaient malades. Donc quand ils ont corrigé le facteur pathologique et toutes ces choses-là, il y a quand même au moins 3 à 4 morts supplémentaires, je crois, pour 100 malades, ce qui est énorme. Donc les benzodiazépines tuent. Et on voit par exemple que souvent en France, on pourra prescrire des somnifères à des gens qui ronflent, ce qui, à mon sens, est une grave erreur, voire une faute, parce que la première fonction de ces médicaments, c'est d'augmenter et même de créer les apnées du sommeil. Et apnées du sommeil, ça veut dire hypertension, infarctus, AVC, Alzheimer, et j'en passe. Donc, déjà, le simple fait de donner n'importe quel tranquillisant ou somnifère à quelqu'un qui ronfle, c'est déjà une erreur. Et puis, il y a aussi des tas de gens qui ont des apnées, mais qui ronflent pas nécessairement, du moins avant de prendre ces médicaments. On sait très bien quelqu'un qui prend un somnifère, si par malheur ce soir tu prennes un somnifère, il y a des chances que tu ronfles de même. C'est le même mécanisme en fait que si tu bois un verre d'alcool. Alors qu'est-ce que je fais? À quoi ça sert d'être Alors tu viens me voir et Qu'est-ce que je fais? je vais passer 1 heure à te questionner en détail sur plein de choses. D'abord, je vais essayer de prendre le film de ton sommeil sur le mois. Donc je vais te donner un agenda de sommeil. Et je verrai si tu es très sage, c'est-à-dire si tu te réveilles toujours à la même heure et si tu es à peu près régulier dans tes heures de coucher. Ça, c'est déjà essentiel. Non pas une photo d'une nuit, la nuit dernière, parce que la nuit dernière, je sais que tu as mal dormi, parce que tu devais me rencontrer, que tu étais hyper vigilant, stimulant, parce que la première cause d'insomnie transitoire, c'est l'attente d'un événement, qu'il soit heureux ou malheureux. Je dors aussi mal la veille de mon mariage que la veille d'un enterrement, par exemple, ou d'une mise en examen, ou d'une élection. Donc, il y a ça. Donc, si je te demande comment tu as dormi la dernière nuit, c'est biaisé déjà. Alors que si je te donne un agenda sur 1 mois, là, j'ai pas ce biais. Et puis, deuxièmement, ensuite, je vais chercher toutes les causes d'insomnie. La caféine, par exemple. Donc, thé, café, chocolat, coca, Red Bull, toutes les sources de caféine. À quelle heure? Moi, par exemple, vu mon grand âge, si maintenant je prends une tasse de café à 13 heures, je m'endors pas le soir. Alors qu'étant un sujet du matin, j'ai jamais de problème d'endormissement. Et ça, des erreurs de préparation de mon adorable épouse le dimanche, quand elle me prépare à 13 heures mon déca, un soir, je pouvais pas m'endormir. Donc à 1 heure du matin, je sautais en l'air, donc elle dormait pas non plus. Et tout d'un coup, j'entends, oh mon Dieu, je crois que j'ai inversé nos tasses. C'est-à-dire que c'était une étude double aveugle. Ni elle ni moi ne savions qui avait pris une tasse avec caféine ou sans. Et elle dormait très bien parce qu'elle avait une tasse sans. Et puis moi, ben, je fermais pas l'œil. Et elle m'a fait 2 fois le coup. Donc je sais que c'est pas un pur fantasme, mais que c'est pas un effet nocebo, mais que effectivement mon métabolisme
de quelqu'un d'un peu âgé est ralenti. Et avant, je pouvais sans problème prendre du café jusqu'à 14 heures. Maintenant, je peux plus. J'en prends Donc plus on que le voit matin. bien que pour soigner quelque chose, si on sort du pur un symptôme, un problème, Voilà. c'est plus complexe. Oui, parce que je vais te demander si tu as des soucis dans la vie, si au contraire tu es dans l'attente d'un événement formidable. Et puis ensuite, je vais te prescrire ce qui marche le mieux. Toutes les études le montrent, c'est la restriction de sommeil. C'est-à-dire quelqu'un qui dort pas bien, on l'empêche de dormir. On le couche plus tard, on le lève plus tôt. Parce que le sommeil, c'est un tissu, et si tu tires à chaque bout, ben, au milieu, ça fuse. Puis ça me fait même des trous. C'est Alors, des réveils nocturnes. Alors que si la qualité prime sur la quantité, si tu te couches plus tard et si tu te lèves plus tôt, toujours à la même heure, ça va déjà beaucoup mieux. tu parles aussi de ça par rapport à la dépression. Donc là, c'est Ouais. vraiment un point très surprenant de ce que tu expliques. La plupart des gens qui font une dépression euh, prennent des médicaments pour dormir. Alors là, c'est une double peine. Il y a tout ce que tu as décrit jusqu'à présent, mais en plus, le fait de faire ça augmente la dépression. Il faut au contraire se lever plus tôt quand Ouais. on est... Oui, oui. alors ça, c'est tout à fait surprenant et contre-intuitif. Ben oui, c'est vrai. Mais il faut comprendre, alors je vais utiliser un peu de jargon, mais la dépression, c'est un retard de phase. Je parle de la dépression qu'on appelle endogène, mais un peu réactionnelle aussi. Et donc, quelqu'un qui est déprimé, et même toi qui n'es pas déprimé, si expérimentalement je t'oblige pendant 15 jours à te coucher 3 heures plus tard que d'habitude et à te lever 3 heures plus tard que d'habitude, et si j'enregistre ton sommeil, je vais trouver tous les critères d'enregistrement de sommeil d'une dépression, avec un raccourcissement du premier épisode de sommeil paradoxal, etc., etc. Donc je vais créer expérimentalement au moins une traduction électroencéphalographique d'une dépression, juste en retardant ton sommeil. Ce qui explique que parfois, quand on voyage vers l'Est, on a un peu de blues, quand on va en Chine, tout ça, alors que si on va vers l'Ouest, New York, Colombie, etc., au contraire, on peut être un peu stimulé, voire un peu maniaque ou pas. Donc vraiment, être en accord avec ces rythmes internes, ceux pour lesquels on a été programmé génétiquement, en étant du matin, du soir, long, moyen, court dormeur, c'est très important. Donc, par hypothèse, quelqu'un qui vient me voir avec une dépression, je me dis que forcément, elle s'est mise à se lever plus tard pour une raison ou pour une autre. Et autoritairement, directivement, je lui prescris un réveil au moins 1 heure et demie, voire 3 heures plus tôt qu'elle ne le fait, en lui expliquant, ben oui, rappelez-vous que l'INSEE a montré qu'il y a plus de suicides le lundi matin. Pourquoi? Parce que le week-end, on fait des grasses matinées, donc on se met en retard de phase. Et donc, j'impose un réveil précoce en expliquant aux gens, vous allez me détester pendant 15 jours et m'adorer pendant le restant de votre vie. Si vous m'obéissez, je ne vous prescris rien. Et je répète, l'insomnie est à la dépression, ce que la fièvre est à l'infection. Et pourquoi? Pourquoi l'insomnie? Parce qu'on sait que quand même, c'est beaucoup pendant le sommeil paradoxal que les choses sont anormales dans la dépression. Si on fait des enregistrements de sommeil de déprimés, on voit que ça commence à déconner à partir, surtout la deuxième partie de la nuit, où il y a le sommeil paradoxal est mal placé, tout est mal fichu, et qu'il faut remettre de l'ordre en fait dans le sommeil. Et ça n'est qu'en réveillant les gens plus tôt qu'on arrive à supprimer une bonne partie de ce sommeil paradoxal qui est dépressogène le matin. Et c'est souvent ces personnes qui se sont mis à se lever plus tard pour une raison X. Par exemple, on a vu pendant le Covid, à cause du télétravail et à cause de l'effet, on va dire Netflix ou Canal, eh bien les gens ont télétravaillé à n'importe quelle heure, ont écouté des séries très tard dans la nuit et se sont mis en retard de phase. Et ça a touché énormément de gens. Non, là, ce qui est très surprenant de ce que tu dis, c'est que pour la plupart des gens, ce qui compte, c'est le nombre d'heures qu'on dort, Et oui, c'est et faux. on ne prend pas du tout en compte la notion de phase, C'est alors que l'horaire c'est qui compte. fondamental. C'est l'horaire qui compte. Et donc, je commence toujours par demander aux gens, rappelez-vous, la dernière fois, vous aviez une pêche d'enfer, vous étiez dans une forme olympique. À quelle heure vous étiez endormi à peu près? À quelle heure vous étiez levé? Ben, c'était 23 heures, 6h30. Très bien, maintenant, je vous ordonne, à partir de désormais et jusqu'à dorénavant, de vous coucher et de vous lever toujours à ces horaires-là, si vous voulez éviter de rechuter. Et on sait bien que dans le trouble bipolaire, le fait d'avoir des rythmes très réguliers fait partie des armes anti-rechute. Ça suffit pas, mais c'est quand même une arme anti-rechute. Donc je prescris des horaires, une restriction de sommeil, un lever plus tôt, et en prenant soin de savoir si les personnes sont plutôt du matin ou plutôt du soir. C'est essentiel. Moi, si
je me réveille pas à 5h30. Là, il y a une main invisible qui m'arrache du lit à 5h30. Ben, dans la journée, je vais pas être très bien. Je vais pas avoir la même forme que d'habitude. Ce matin, je me suis réveillé à 5h30. Comme tu peux le voir, j'ai une forme olympique. Alors, les attaques, changeons un autre aspect dont tu parles, les attaques de panique. À quoi, enfin, qu'est-ce que la médecine évolutionniste darwinienne nous permet de comprendre sur les attaques de panique? Alors là encore, on est dans la recherche du compromis, à savoir que entre la crise d'angoisse aiguë, bah, parce que j'ai un tigre à dents de sabre devant moi, parce que j'ai un prédateur sexuel devant moi, parce que c'est essentiel d'avoir une crise d'angoisse. Mais le problème, c'est qu'effectivement, elle peut dépasser son but et qu'elle peut entraîner une espèce d'embrasement, une sidération de l'ensemble de l'organisme, entraîner une dissociation qui a été utile. Je rappelle que en cas d'agression chez l'animal ou chez l'humain, il y a 3 stratégies. C'est les 3 F des anglo-saxons. Fight, flight, freeze. C'est-à-dire que si je t'agresse, parce que je suis un tigre à dents de sabre, tu as 3 solutions. Soit tu te barres, soit tu me rentres dedans, tu m'agresses à ton tour, soit tu fais le mort. Et on voit que dans le règne animal, ces 3 stratégies sont utilisées parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui mangent pas les morts, donc il y a énormément d'animaux qui font le mort. On voit ça chez les opossums, on voit ça aussi dans votre jardin. Si vous prenez une coccinelle, la coccinelle, elle fera le mort. C'est une stratégie efficace. Agresser l'agresseur, c'est aussi une stratégie efficace si on en a les moyens physiques. Et puis se barrer, ben, c'est aussi un moyen très efficace. Donc on voit qu'une attaque de panique entraîne parfois un état dissociatif qui peut se traduire soit par je fais le mort, soit alors ça peut être très pénible. J'anime un groupe dans un de mes établissements que j'ai appelé les dissociés anonymes, où je réunis une bande de guerrières qui ont été violées, incestuées, torturées dans leur enfance et qui deviennent dissociées et qui ont des attaques de panique très régulières. Et donc ce groupe qui est basé sur une espèce de collaboration, d'aide réciproque entre toutes les participantes, elles ont bien compris maintenant à quoi ça sert, ces dissociations, pourquoi de temps en temps elles font le mort, pourquoi de temps en temps elles rentrent dans tout ce qui se passe, ou parfois elles se sauvent quitte à sauter par la fenêtre, donc c'est excessif, et donc elles apprennent à lutter par des moyens naturels contre ces dissociations. Mais, je répète, ces dissociations, fight, flight, freeze, ont été indispensables à notre survie dans un milieu hostile. Donc, donc ce que tu nous dis, qui est là aussi très surprenant, c'est qu'au lieu juste d'être arc-bouté, je ne veux plus vivre d'attaques de panique quand je vis des attaques de panique, c'est pas bien, c'est mal, je suis en faute, ou se dire, ça a eu un sens, là, Voilà. ça déraille, mais comprendre le sens que ça a eu, de me protéger, Ça aide. Ça aide à changer son rapport, à pouvoir trouver une approche plus complète, plus complexe. Oui, oui. Alors, c'est clair que quelqu'un qui a un trouble panique, je vais quand même lui prescrire un antidépresseur sérotoninergique parce qu'au bout de 15 jours, après avoir aggravé le symptôme, c'est magique et ça disparaît parce que c'est quand même insupportable. En revanche, lorsque ça s'accompagne régulièrement de dissociation, comme par exemple les paniques dans un cadre de syndrome post-traumatique, là, je dis toujours, accueillez vos dissociations, acceptez-les. Pourquoi? Parce que ce sont des transes pathologiques. Et on va essayer ensemble de transformer vos trans pathologiques en trans normales, type hypnose, type méditation, type prière, type orgasme. Bref, il y a des tas de trans thérapeutiques aussi dans toutes les médecines traditionnelles, sauf la nôtre. Hein, il y a 98% des médecines ethniques qui utilisent la transe comme outil de soin, sauf la médecine occidentale, qui l'a beaucoup utilisée d'ailleurs à une époque, mais qui l'a oublié. Sauf que, Dieu Comment elle a merci, utilisé? eh bien, la prière, par exemple, était une forme de transe thérapeutique. Et on voit bien que la plupart des religions, les vieux juifs devant le mur des lamentations qui se balancent, c'est une transe. Les derviches tourneurs, ils se mettent en transe. Et donc, les moines dans le bénédictin, lorsqu'ils répètent inlassablement le même rituel, ils se mettent en transe aussi. Donc vraiment, C'est quoi cette fonction de la transe qu'on a perdue? c'est des frayeurs.
Et c'est d'aller, selon son ethnie, dans le monde des esprits, ou si on est psychanalyste, dans le monde de l'inconscient, et si on est neuroscientifique, d'aller du côté de ces neurones affectifs qui n'accèdent pas à la conscience. Et donc, chaque fois qu'on est en transe, on va chercher une information. Pour citer Corinne Sombrin, aller dans le monde des esprits, c'est piocher une information et la rapporter. Et je pense que c'est très utilisé, par exemple, au Brésil, mais aussi en Afrique. S'il vous plaît, n'utilisez pas l'ayahuasca et c'est toxique parce que c'est une très mauvaise idée. Ça peut donner des dissociations définitives. Mais en revanche, il y a des techniques tout à fait d'auto-hypnose et d'auto-trance qui sont tout à fait efficaces, faciles à maîtriser et qui sont thérapeutiques. Je renvoie à tous ceux que ça intéresse le dialogue que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec Antoine Bioy sur la question de la transe. Et donc oui. ça joue un rôle. Oui. euh, Et je rappelle que la panique peut mener à des transes pathologiques, donc aux dissociations. Donc, il faudrait utiliser la transe pour contrebalancer la transe pathologique de Voilà, la panique, plutôt, la dissociation. Oui. voilà, la dissociation, plutôt, à nouveau, que de vouloir éradiquer. C'est ça. C'est-à-dire, au fond, toute la logique de celle de montrer, c'est comme on comprend la maladie comme quelque chose qui est anormal, qu'on doit se débarrasser, notre approche n'est pas tout à fait juste. Ouais. Revenir à la dimension... Surtout qu'il n'y a pas de traitement de la dissociation, il n'y a pas de médicament pour ça. Et les gens donc continuent, oh ben non, mais cette personne est ailleurs, en dehors de son corps. D'ailleurs, elle raconte bien que quand elle se faisait violer, elle était en dehors de son corps et qu'elle assistait au viol, comme si elle était dans un autre coin de la pièce. Donc c'est psychotique, puisqu'elle était discordante, dissociée, éclatée. Donc on va lui filer des neuroleptiques, ce qui est une catastrophe. Chaque fois qu'on affaiblit la vigilance de quelqu'un qui a des dissociations, on l'aggrave. Et pourtant, 9 sur 10 se sont retrouvés avec des produits qui diminuent leur vigilance. Donc accueillir la dissociation et essayer de la transformer en transe bénéfique, c'est une technique qui est pas facile, mais beaucoup de mes dissociés anonymes y sont parvenus, soit par des techniques qu'elles ont développées elles-mêmes, et aussi parce qu'elles sont toutes des rêveuses lucides en développant leur rêve lucide, qui est une autre forme, si on veut, de transe nocturne, puisque je répète que 100% des personnes qui ont des dissociations à la suite d'un traumatisme, notamment sexuel, sont des rêveurs ou des rêveuses lucides. Et ça, la médecine s'en fiche du rêve lucide, qui est pourtant un formidable outil de soin. Oui, tu en parles en détail. Et la dépression, à quoi ça sert? Eh bien, la dépression... Déjà, parlons de la tristesse, si tu le veux bien. Oui. Si je perds un proche, si je perds mon travail, si j'ai des malheurs, je suis triste. Quoi de plus naturel? Et nous, encore une fois, dans notre monde, on a du mal à le supporter. Ben oui. On pense que c'est pas normal, Ouais. et on voudrait prendre même un médicament pour pas sentir cette tristesse quand elle est un peu trop intense. Absolument. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup critiqué une approche américaine qui avait un protocole en disant quelqu'un perd son conjoint ou un enfant, systématiquement, dès le lendemain, on va lui prescrire un antidépresseur type Prozac pendant une période de 6 mois. C'était automatique. Il n'y avait pas circulé, il n'y a rien à voir. Et pour moi, c'est un scandale. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'études qui montrent que le deuil, donc la tristesse du deuil, est une manière d'éviter le développement d'une dépression ultérieure. Être triste quand on a un drame, un malheur, c'est normal. C'est une façon de cicatriser. J'ai souvent tendance de dire que si je me blesse, je vais faire comme un chien et je vais me tasser dans un coin et je vais lécher mes blessures. Un déprimé, un triste, c'est quelqu'un qui lèche ses blessures, donc qui bouge plus beaucoup, qui mange plus, dont le poil devient terne, qui prend un air de chien battu et qui lèche ses blessures. Et ce travail de léchage de blessures de la vie est une manière d'éviter la dépression. Parce que la dépression, effectivement, il faut la soigner, malgré tout, même si on voit bien que, là encore, c'est un compromis entre la tristesse souhaitable du deuil, quel que soit le deuil, que ce soit du travail d'un proche, et la dépression. Il y a quand même une frontière qui est la maladie. Et bien entendu, si tu viens me voir parce que tu as eu un deuil et que tu as été triste, mais que maintenant tu as des idées suicidaires, je vais te soigner. Mais probablement, je vais pas te donner d'antidépresseur. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je vais te réveiller plus tôt. Et puis, comme je suis un petit peu la littérature, et qu'il a bien été montré qu'il y a deux types de dépression, les très sévères, qui répondent
aux antidépresseurs, aux électrochocs, dont les gens très suicidaires, hospitalisés, etc., c'est 15% des dépressions, et 85% des dépressions, qu'on appelle légères à modérées, une dépression modérée, c'est très pénible, c'est très dur, on a quand même des idées noires, des idées suicidaires, eh bien, ne répondent pas aux antidépresseurs, c'est-à-dire dans les études en général non publiées, il n'y a pas de différence entre l'antidépresseur et le placebo. Et pourtant, on voit encore des tas de gens déprimés dans la nature qui ont des antidépresseurs. Et que là, il y a des techniques, soit de thérapie cognitive et comportementale, mais il faut en avoir les moyens et il faut que le thérapeute soit accessible. Si on est dans un endroit où il y a très peu de psycho, c'est pas facile. Et puis, je suis en train de développer des études versus placebo de plantes, par exemple du safran, on pourrait parler du millepertuis, qui elles sont efficaces. Ça, C'est un autre combat. sujet, mais c'est Oui. vraiment important de dire, tu travailles depuis des années sur le rôle du safran Ouais. pour lutter contre la dépression, avec des études de plus en plus Oui, détaillées. cette année, j'espère bien lancer une bombe, justement. J'attends les derniers résultats d'une étude double aveugle versus placebo de safran et de rhodiol, et j'en attends beaucoup. Et pourquoi ça marche mieux pourquoi le prendre du safran rhodiol marcherait mieux que prendre un antidépresseur dans la plupart des dépressions? Bah, c'est pas dur que ça marche mieux, puisque les antidépresseurs ne marchent pas. Pourquoi ça... Oui, non. Déjà, c'est pas compliqué. Ensuite, parce que il faut s'enlever de la tête que la phytothérapie est un placebo. Et ceux qui veulent pas me croire, eh bien, je vais leur donner l'email de Monsieur Socrate et qui lui envoie de ma part un mail pour lui demander ce qu'il pense de la ciguë en tant que placebo. Prenez une platée d'amanite phalloïde, vous verrez, c'est pas des placebos, les plantes. Donc les plantes sont des principes actifs. Et des millions de vies sont sauvées tous les ans grâce à la digitaline, tirée de la digitale. Et il y a plein d'exemples comme ça de médicaments tirés des plantes. Or, dans la dépression, il y a des principes actifs, comme par exemple la crocine, qui est tirée donc du crocus, c'est-à-dire du safran, dont il a été montré qu'ils ont beaucoup des vertus des antidépresseurs, mais beaucoup plus groupées. Ils sont à la fois sérotoninergiques, IMAO, noradrénergiques, dopaminergiques, et que cette harmonie de l'action sur les neurotransmetteurs pourrait rendre compte peut-être de cette efficacité. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de voir que lorsqu'on donne du safran, il faut pareil 2-3 semaines, comme si c'était un antidépresseur pour que ça marche. Donc ça, on voit bien qu'il y a une parenté, sauf que c'est beaucoup plus efficace. Et l'intérêt, c'est de rajouter de la rhodiole parce que tout de suite, dès le premier jour, on est plus zen. Donc ça permet d'attendre plus confortablement la guérison. Mais tu n'as pas tout à fait répondu à ma question. À quoi ça sert, du point de vue d'évolution, la dépression? Parce que quand même, c'est tellement invalidant, on a du mal à voir à quoi ça pourrait servir. Alors là encore... La panique, je comprends maintenant, ouais. t'as expliqué, je vois pourquoi la panique. Le problème de ne pas réussir à dormir, mais la dépression. La dépression, c'est pouvoir lécher ses blessures. Ah, c'est donc c'est la même chose que la tristesse. Un petit peu, mais malheureusement excessif. Et puis, on oublie toujours une forme de dépression qui est extrêmement importante, c'est celle qui s'inscrit dans le trouble bipolaire. Parce que, en fait, on sait qu'il y a à peu près 2% de l'humanité qui a un trouble bipolaire, ce qu'on appelait autrefois maniaco-dépression. Et que un nombre incroyable de prix Nobel, de génies... tu fais la liste dans le livre, c'est absolument impressionnant. Ah, oui. Léonard de Vinci, Dali... Churchill. Churchill. Enfin, Churchill, dis-toi que c'était le plus grand politique du XXe siècle, mais qu'il a eu un prix Nobel de littérature et que sa peinture a eu des cotes incroyables. Ce mec, il maîtrisait tout. Il était... c'était un grand mentor. Quand il disait « no sport », quand on regarde sa biographie, à 55 ans, il était encore champion de polo à cheval. Donc, plus sportif, tu vois. Et c'était des bipolaires. Et donc, la bipolarité... il y a beaucoup de génie dans la bipolarité. Oui, pourquoi? Parce qu'il y a un lien génétique entre bipolarité, intelligence et créativité, qui a été bien démontré. Et donc, bon, c'est pas marrant forcément d'être bipolaire, surtout si on est mal soigné, mais il faut bien comprendre que pour soi et pour l'humanité, le fait d'avoir ces fulgurances de génie a permis des changements de paradigme. Léonard de Vinci, la peinture n'a plus jamais été la même après lui. Parce que le fait d'être bipolaire permet d'inventer des changements de paradigme. Quand tu es maniaque, tu t'en fous de l'opinion des autres. Tu t'en contrefiches. Et donc tu dis, bah oui, le temps, l'espace, c'est pareil.
c'est la relativité. Alors, je ne dis pas que Einstein était bipolaire, je crois plus Asperger. Mais Churchill était à contre-courant de son temps aussi. Léonard de Vinci aussi. Léonard de Vinci qui était génial comme peintre, qui était gai, qui était un ingénieur de génie. Il était à contre-courant des idées de son temps et il a tout changé. Il a inventé le sous-marin, l'hélicoptère, enfin des tas de choses absolument incroyables. Et je pense que il y a une étude très intéressante qui a concerné les prix Nobel de littérature et les grands prix littéraires. Et on a vu un nombre incroyable de bipolaires parmi eux. Et ces gens-là, on les a interviewés quand même en disant vous êtes bipolaire? Oui, enfin, j'y crois pas trop, mais bah, vous dites que je suis déprimé, moi je dis que je suis en gestation. Et je bouge plus parce que je suis enceint de mon œuvre que je laisse pousser. Vous dites que je suis maniaque, ben non, je suis en train d'accoucher et j'expulse mon œuvre à l'extérieur de moi et ça va devenir une œuvre littéraire. Donc il n'y a pas de vie sans alternance, sans rythme. Et donc le fait d'avoir des rythmes de méditation de son œuvre, on couvre son œuvre, on bouge plus, on est mal, on est malheureux parce que c'est dur d'être enceint, c'est dur d'accoucher, enfin de préparer un accouchement, et tout d'un coup on est hilar, et puis on va expulser un truc dont on sait qu'il a maturé à l'intérieur de son cerveau. C'est absolument incroyable. Alors je pense pas que je sois vraiment bipolaire, mais j'ai quand même quelques oscillations de l'humeur, et je ne pense pas que je sois un génie, mais sortir un livre aujourd'hui, je suis un peu maniaque, comme je suis super content. Tout à l'heure, je vais toucher mon livre. C'est quelque chose d'avoir son bébé dans ses bras. Ce que tu essaies de montrer, parce que vraiment, ton livre nous invite à un très grand changement de paradigme, on pourrait dire, c'est de passer, encore une fois là pour l'idée, je suis maniaco-dépressif, mince, je suis anormal, j'ai une maladie, à essayer de comprendre ce que ça m'apporte, le sens que ça a, pour pouvoir, bien sûr, me soigner, mais aussi accompagner ce que ça peut m'apporter, le fait d'être maniaco-dépressif. Oui, bah, c'est ça. Oui, c'est tout à fait ça. Et j'ai coutume, quand j'ai un patient qui vient me voir pour la première fois et chez qui je détecte un trouble bipolaire, je dis bon choix. Qu'est-ce que vous me racontez? Bah ouais, c'est un super bon choix parce que forcément vous êtes créatif. Ah bah c'est vrai, j'aime bien peindre. Ah c'est vrai, j'aime bien écrire. Ah c'est vrai, je compose de la musique. Je dis maintenant on va essayer de rendre cet atout formidable. Vous êtes plus intelligent que la moyenne, vous êtes beaucoup plus créatif que la moyenne, en quelque chose d'acceptable pour éviter que vous vous suicidiez ou pour éviter que vous vous ruiniez, que vous vendiez votre appartement sans raison, vous démissionniez sans raison. On va essayer de trouver un équilibre. Et c'est pas simple. Je me rappelle d'une patiente qui était une magnifique peintre et disait si je suis trop déprimé ou trop maniaque, je ne produis plus rien. Mais si je suis neuroleptisé, je ne produis rien non plus. Si je suis trop neuroleptisé, si j'ai trop de médicaments, je ne produis plus rien non plus. Ça, j'ai trouvé ça un moment important. On voit bien là. Ouais. Donc il faut trouver un équilibre. C'est ça. Au fond, ton livre, c'est l'équilibre entre le compromis. Le compromis. La vie, c'est un compromis. Il ne s'agit pas de se débarrasser des symptômes, mais de voir leur sens et trouver un équilibre avec eux. C'est pour ça que mes bipolaires, si j'ose dire, le mais est un peu excessif, c'est qu'ils aient des oscillations de l'humeur raisonnables, acceptables, pas trop douloureuses, pour qu'ils puissent continuer à être créatifs, à être eux-mêmes. Mais d'arrêter de vouloir s'en débarrasser complètement oui. Et de sortir de cette injonction, qui est un peu une injonction aujourd'hui presque sociale, qu'on a en Occident, qu'on ne devrait pas sentir cela. Moi, je reste persuadé que être bipolaire, ça peut être formidable. Ça peut être formidable, parce que ça peut changer soi, mais changer l'humanité. Écoute, merci infiniment. J'espère que ça donnera envie à tout le monde de lire ton livre pour vraiment changer d'approche, découvrir que l'approche que nous avons d'éradication de tous les symptômes est un manque de respect pour ce qu'est la vie, et qu'il faudrait passer, comme tu dis très bien, au compromis, faire une médecine du compromis. Merci infiniment. J'espère que tu as changé après l'avoir lu. Merci d'avoir suivi ce dialogue. N'hésitez pas à le partager, à me faire part de vos commentaires que je lis avec beaucoup d'attention, et je vous embrasse bien fort.